Bonjour à tout le monde. Je voyais les gens sont là. Salut, salut. Qu'est-ce que voilà, donc Christian, salut. Pardon. Un petit accident de salut Sueno, salut à tous. Donc, petit accident déjà, casse pas ton téléphone. Non, non, il est trop lourd. J'ai besoin d'un livre un peu plus lourd pour tout tenir. C'est bon, j'arrive. Pas de problème. Donc on peut voir déjà, il y a un peu de livres derrière. Il en a un peu plus que moi déjà. Salut Christian. Salut, re-salut. Voilà. T'es où là? Ben là, je suis, on va dire, à la librairie, en tout cas. Mais en particulier, je suis dans la dernière pièce où il y a encore une partie de ma collection de livres. D'accord. Voilà, que je chéris beaucoup, mais que je vais probablement, voilà, je commence à réfléchir parce que je dois la déplacer, parce que, ayant besoin de place pour la librairie, je vais devoir caser ça autre part et bon, ça prend de la place. Donc il faut trouver une solution, quoi. Donc ça, c'était Perle un peu qu'il y a derrière. C'est le joyau de la librairie. Oui, bah après, il y a des perles et des choses un peu plus faciles à trouver, mais c'est-à-dire parce que derrière chaque collection de livres, il y a toute une histoire qui est à la fois l'histoire de la personne, c'est un cheminement intellectuel, voilà, donc ça raconte aussi l'histoire de comment moi j'ai découvert, je me suis passionné pour le graffiti, la rue en bar en général et la street culture en général, et donc comment dire, parfois il y a des livres qui sont pas si importants que ça en général, mais qui peuvent être importants pour une personne parce que ça a permis à cette personne d'avoir un déclic et de. Tout à fait. Ouais. Donc tu as toujours un truc avec un livre, tu as toujours un truc qui est personnel et qui n'est pas toujours lié à la rareté. Et parce que ça aussi, c'est. Ah, tout à fait. Mais ouais. moi, il y a des livres que j'ai eus pour 10 balles et que j'adore et que c'est des pièces hyper importantes de ma collection. Parce que voilà, je considère que c'est des livres, voilà, parce que pour moi ils sont importants. Donc c'est le prix parfois, voilà, parfois il faut mettre le paquet pour se faire plaisir, ça c'est vrai. Mais parfois on peut avoir de très belles surprises avec des petits prix et voilà. Donc c'est. Et d'ailleurs, peut-être pour commencer vraiment pour avoir un peu un truc global, cette librairie, ça fait combien de temps qu'elle existe? Alors, ben, en fait, je te coupe. Tu vois, il y a quelques questions, donc je vais déjà juste répondre très brièvement. Il y avait quelqu'un qui demandait quel était ton livre préféré, donc on va y aller. On va y aller là-dedans. On va parler de quels sont tes livres préférés. Mais pour le moment, je voudrais avoir un peu une vision globale pour qu'on présente aux gens un peu brièvement quand est-ce qu'a commencé la librairie et quel est un peu l'état d'esprit de la librairie. Oui, si on parle vraiment de shop en ligne, le lancement commercial, tout ça, ça date quand même du 2014-2015, mais c'était vraiment anecdotique. C'est-à-dire, c'était un shop en ligne où je vendais des doublons de livres de collection, parfois chers, parfois pas chers, que j'avais parce que le fait de vendre me permettait de continuer à acheter pour ma propre collection. Au début, tu étais avant tout un collectionneur. Oui, un collectionneur, plutôt même. En fait, je collectionnais parce qu'au fait, la plupart des livres qui parlent de graffiti, de street art, ne sont pas dans les bibliothèques publiques. Donc moi, ayant une formation d'histoire de l'art, en fait, pour étudier ces phénomènes, bon, mis à part le fait de parler avec les artistes eux-mêmes, les graffeurs, tout ça, il fallait avoir accès aux sources, à la documentation. Et vu qu'ils ne sont pas dans les bibliothèques publiques, ou si ce n'est vraiment en petite partie, en fait, j'ai été obligé de créer moi-même une collection, ce qui n'était pas un problème en soi parce que j'adore les livres et le papier, donc voilà, c'est venu de manière assez naturelle, mais voilà, ça a quand même demandé un certain investissement. Et puis le temps pour identifier des livres, les trouver et les acheter, sachant que quand tu ne sais pas qu'un livre n'existe pas, quand tu n'es pas au courant qu'un livre existe, parce que tu n'étais pas là quand Paris Toncar est sorti, je dis pour dire avec un cas que tout le monde devrait connaître, en fait, tu ne vas pas le chercher. Il faut que tu puisses le voir chez quelqu'un dans une bibliothèque ou sur eBay
pour comprendre que le livre existe, essayer de comprendre si tu le veux ou pas, et puis te lancer dans la démarche de l'acheter et puis l'attendre pour pouvoir le feuilleter, voir si ça valait la peine de l'acheter ou si c'est une petite déception. Et voilà. Donc toi, ta démarche, c'était d'abord d'accumuler un peu des connaissances et pour pouvoir étudier ce phénomène de graffiti. Ces connaissances, elles étaient liées au livre. Et tu t'es retrouvé donc avec cette collection et tu t'es dit quoi? Tu t'es dit en fait, il faudrait que j'arrive à partager ces connaissances d'une autre manière en vendant ces livres. Comment c'était la démarche? Non, en fait, au début, c'était vraiment, il y a eu deux choses, c'est-à-dire le fait de mettre en vente un peu des doublons, parce que les livres, ça coûte cher, et donc avoir un peu d'argent pour permettre d'acheter d'autres choses, ça a été un premier truc. Et puis, j'ai commencé à avoir des demandes de la part de personnes qui avaient publié des fanzines ou des livres sans vraiment penser à la diffusion de ces livres. Et est-ce que ça peut t'intéresser de prendre 10 copies de mon livre ou autre chose? Et j'ai dit, pourquoi pas. Et sachant que, en tant qu'historien de l'art, moi, j'ai une activité de commissariat d'exposition et que quand on te demande la chose classique, est-ce que tu peux me faire une exposition sur l'histoire de l'art urbain? Oui, éventuellement tu peux la faire, tu peux maîtriser tout ça, mais tu sais que de toute manière tu montreras uniquement ton point de vue sur l'histoire de l'art urbain, parce que l'objectivité est quelque chose d'impossible à obtenir. Mais au-delà du fait d'être objectif ou subjectif, parce qu'après il y a des points de vue qui sont fascinants et qu'il est très beau d'entendre parler des personnes, même si tu n'es pas d'accord avec eux, juste parce que le point de vue peut être intéressant quand même. Je trouvais au fait je préférais l'idée d'avoir une librairie. Ce qui me plaisait dans la librairie, c'est le fait de pouvoir accumuler dans un seul endroit des points de vue très différents sur des sujets et de laisser le public qui venait aux expositions choisir lui-même les références qu'il préférait et se faire lui-même sa propre idée en confrontant des points de vue différents, qui est au final le travail que moi je faisais au quotidien, que je fais au quotidien en tant que commissaire d'exposition, parce que tu dois un petit peu regarder tout ce qui sort, regarder si c'est bien, si c'est moins bien, te faire ta propre idée, et puis de toute manière, dans une exposition, l'espace est limité, donc tu ne pourras jamais tout montrer. Donc tu as toujours ce petit dégoût du fait que tu aurais voulu en montrer plus, montrer davantage, et que ça n'a pas été possible. Et avec les livres, au final, vu la quantité d'informations que peut contenir un livre, je me suis dit, en fait, la librairie est parfaite pour ça. Parce que ça a du sens et c'est aussi un moyen d'être en dehors aussi de ce cercle. Justement, tu disais que tu étais curateur pour des expos. C'est bien aussi d'avoir un truc où tu es quand même indépendant dans ta démarche de partager ces informations-là. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours un angle quand tu vas faire curateur pour une expo. J'imagine qu'il y a un angle, que ce soit dans une période ou que ça soit par rapport à certains types d'artistes. Donc là probablement, tu t'es dit, OK, j'ai plus cette liberté de partager mes informations, de partager toutes ces informations, toutes mes recherches avec un public qui est plus large. Tout à fait, et qui est composé à la fois de néophytes, donc de gens qui, oui, est-ce que vous avez vu, il y a cet artiste anglais qui s'appelle Banksy, est-ce que vous avez des lectures à me conseiller? J'avais entendu parler. Et puis, les grands savants qui arrivent et qui attendent la deuxième édition d'Usine de Berlin, parce que la première, au fait, le papier était raté, donc il n'avait pas acheté, et donc il savait que la deuxième édition allait être, avec 2 ou 3 pages de plus, avec une interview de plus, et que c'est celle-là que tu attends, quoi. Et là, pour moi, le travail s'apparente un peu, on va dire, aux marchands de disques, de vinyle, c'est-à-dire les magasins de musique, où aujourd'hui, finalement, les gros magasins ont fermé, c'est-à-dire les Fnac, tout ce qu'on a connu, ils se sont pris quand même une belle claque dans la gueule. Et après la crise un petit peu de l'arrivée des MP3, d'Internet et tout ça, il y a eu un revival des magasins de disques, où évidemment, c'est pas comme par le passé, mais tu as quand même des réalités qui ont des fonds hyper intéressants, et où au fait, le fait d'aller dans un magasin de vinyle, c'est pas juste pour acheter la musique, mais c'est pour rencontrer le disquaire, faire une expérience, découvrir des choses, sortir de ton carré, on va dire, et d'aller voir le disquaire pour te faire conseiller des choses que tu ne connais pas encore, parce que finalement c'est ça aussi que sert un marchand, c'est-à-dire un
un magasin, c'est découvrir un vin que tu connais pas, un chanteur que tu connais pas, ou un auteur, ou une scène artistique, ou un livre en particulier qui peut t'ouvrir vraiment un panorama sur un horizon auquel tu n'avais jamais rêvé. Et c'est ça finalement voilà, le vrai travail du libraire, quoi. Donc, d'ailleurs, moi, je dis ça en rigolant, mais je suis presque toujours déçu quand j'ai des clients qui rentrent dans la librairie et qui me disent « Ah ouais, j'ai vu sur Insta, j'ai vu sur le site, je viens chercher ce livre. » Parce que du coup, ça casse un petit peu mon jeu à moi. C'est-à-dire qu'il y a celui de te montrer des choses que j'ai reçues et de partager un peu mes découvertes pour voir si ça peut te plaire aussi ou pas, quoi. Donc, c'est... En même temps, un livre, comme tu disais, peut en amener un autre. Donc, même si le mec vient pour un livre spécifique, tu peux toujours l'engager sur d'autres pistes, te dire est-ce que tu connais celui-là? J'imagine. Ah non, non, mais sur ça, je suis même assez chanceux parce que normalement, en fait, les gens qui viennent pour acheter un livre, ce matin, j'ai eu un cas. Donc, je suis passé un bonjour d'ailleurs s'il suit le direct. Un client qui était venu pour acheter, je pense, 2 ou 3 choses et qui est reparti avec voilà, un gros carton. Et. Était très content parce que voilà, il a découvert plein de références qu'il avait peut-être vues mais qu'il avait envie de feuilleter, qu'il a aimé, donc du coup il les a pris. Et puis j'ai senti qu'il prenait aussi 2 ou 3 choses, un peu parce que je lui en avais parlé, un peu parce qu'il voulait tâter un petit peu pour voir si voilà, c'est justement rentrons dans ce détail. Par exemple, cette personne-là, quel a été le livre que tu lui as fait découvrir dans ce tas de livres, je ne sais pas, dans ce carton avec lequel il est reparti? Quel était le livre, là, par exemple, qu'il a découvert et que toi, si tu as envie d'en parler de ça? Ouais. Au fait, si tu veux, je peux aller les prendre. Ils sont juste dans la pièce à côté. Vas-y, c'est cool. Ouais. Voilà. Et j'arrive. Vas-y. Pendant ce temps, si vous avez des questions ou quoi, allez-y. On est donc à la librairie Le Grand Jeu avec Christian Modéo et on est en train de parler donc de tous ses livres préférés. Vous pouvez voir derrière, il y a une grosse collecte et c'est juste une toute petite partie de ce qu'il a. Donc, alors, ah ouais, mais ça les fait à l'envers. Alors vas-y, c'est quoi? C'est Trap et Chill. Ok. Donc, 2 petits livres publiés par les personnes qui se cachent derrière la revue Audimat, qui sort régulièrement. Et déjà, sur la musique trap, il n'y a pas de livre. C'est-à-dire ça, c'est le seul objet. C'est-à-dire si moi-même, j'en écoute, mais je ne connais pas toute l'histoire et comment c'est apparu, l'évolution, le rapport avec la drogue, Atlanta, tout ça. Donc oui, j'ai vu des documentaires, j'ai vu des choses, mais je n'avais pas forcément une vision très, très claire, si tu veux. Et là, au fait, avec un livre qui composé de plusieurs chapitres écrits par différentes personnes, je dirais pas que c'est le livre définitif, mais avec 15 €, et c'est un livre que tu feuillettes dans l'espace d'un week-end si tu t'y mets un petit peu avec attention. Ça te donne une idée assez claire de ce qu'est la musique trap, comment elle est apparue, les raisons de son succès, le rapport avec la drogue et tout ça. Et finalement, ça, c'est des livres que j'aime bien. Après, c'est un peu, c'est des gens qui, toute la bande Audimat, il y a beaucoup de gens qui évoluent dans le milieu universitaire, donc qui sont un peu intello, mais qui sont ouverts, qui ont un vrai intérêt pour les cultures pop, et donc locales. Et donc j'aime justement ce mélange de registres, si tu veux, entre un registre intello de chercheurs penseurs et un registre plutôt vraiment très pop qui parle à tout le monde. Et cette capacité qu'ils ont d'écrire des textes au final pour lesquels tu n'as pas besoin d'avoir un bac +8 pour comprendre ce de quoi ils sont en train de parler. Ce qui est souvent le défaut des universitaires, c'est-à-dire que quand tu essayes de lire... Ils se parlent entre eux avec un langage que eux seuls comprennent pour des trucs qui c'est souvent aussi, j'ai été déçu par rapport à ce type de choses. Des fois, je tombe sur des livres de graffiti qui vont justement avoir des grandes ambitions de thématiques où je suis là, ok, j'ai jamais pensé à ça, ça a l'air d'être intéressant, et je me rends compte qu'en fait, souvent, alors pas tout le temps, bien sûr, c'est pas une généralité, mais souvent, je suis déçu parce que c'est juste une manière de s'exprimer, un langage que eux maîtrisent, qui est alambiqué et qui, à la fin, dit des choses simples que je m'étais déjà, des questions que je m'étais déjà posées. Je me dis, ok, bon, c'est que ça, en fait. Donc, effectivement, il ne faut pas tomber dans ce travers-là. Mais là, tu nous fais voir donc ce livre Trap, qui est donc sur la musique trap. Donc, tu n'es pas seulement axé sur le graffiti dans ta librairie. C'est aussi ouvert sur quoi? C'est quoi la thématique générale?
C'est la culture street, ou on va dire les cultures pop, si on peut dire. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé avec le graffiti street art parce que c'est de là que je venais, on va dire, c'était mes centres d'intérêt premiers. Et voilà, là, aujourd'hui, c'est encore, on va dire, même banalement, c'est le gros du chiffre d'affaires vient de là. Mais après, bon, en fait, j'aime pas les barrières, moi, que ce soit des barrières physiques ou mentales. Et je me dis, mais au fait, mis à part le hip-hop qui était quand même un peu une construction voilà, qui a été construite. Quand tu parles de culture street, tu as, au fait, tu as le graffiti, tu as le street art, donc tu as les aspects, on va dire, artistiques, visuels, mais il y a toujours eu une bande-son, il y a toujours eu de la musique, il y a toujours eu de la mode, il y a toujours, c'est lifestyle, c'est au sens sport aussi, du sport quand on pense au skateboard ou certains sports que tu peux pratiquer dans la rue, quoi. Voilà, donc c'est vraiment, peut-être, c'est quand on parle de street culture, ce n'est pas simplement une culture, on va dire, qui est cantonnée dans le domaine des arts visuels, mais c'est quelque chose qui touche à tous les aspects de la vie d'une personne et du fonctionnement d'une société. Et je me suis dit, au fait, je trouvais même dans les années 2010, je sentais un peu, j'étais mal à l'aise par rapport à tous ces magazines spécialisés qui parlait du graffiti, du skateboard, du surf, de la mode. Et j'étais un peu, comment dire, je regrettais un petit peu la disparition de magazines comme Clark, ou bien il y a Lowdown, qui est un magazine allemand qui est assez proche de Skate et Clark, où c'était un petit peu c'était le top, le best-of de ce qui se passait dans chaque domaine. Et je trouvais que c'était intéressant parce qu'au final, ça permettait de brasser très large, de regarder dans différents domaines, de découvrir des choses très différentes. Et donc, axer la librairie dans cette même direction, après une première phase où j'étais vraiment très axé graffiti street art, est venu de manière presque naturelle, parce que quand tu parles avec un éditeur qui est spécialisé, qui fait des livres sur l'art urbain, imaginons Drago, l'éditeur de Rome, mais puis te fait un livre sur Esteban Oriol. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends pas le livre sur Esteban Oriol parce que c'est pas il y a pas de graffiti, il y a pas de street art et c'est juste un photo. Si te font un livre sur la musique ou sur autre chose ou sur la mode street, tu vas pas le prendre parce que c'est pas graffiti street art. Non, à un certain moment, en fait, quand tu décides de devenir libraire, tu es parfois juste fasciné par le livre et par tout le travail qu'il y a derrière un livre. Et parce que ça te parle à toi, parce que ça touche quand même des codes qui sont ceux autour desquels tu as axé ton travail dans la librairie. Et donc, tu décides de le prendre et de l'intégrer, même si ce n'est pas forcément un livre qui est complètement axé sur, voilà, qui est pas sur... Et quel est le fil conducteur entre tous ces trucs-là? Tu utilises le terme street. C'est quoi? Tu as réussi à poser un nom sur ça, sur cette, tu vois? Et écoute, moi, je parle de street culture parce que c'est le mot, je pense, qui un peu à l'international peut permettre d'identifier, on va dire, tout ce qui touche au graffiti, street art, skateboard, surf, musique électronique, musique rap, photo, une certaine genre de photos, le basket de rue, ce genre de choses. Après, voilà, pour moi, c'est juste une étiquette. Donc, c'est assez dur, justement. C'est pour ça que je te piégeais un peu sur ça, parce que j'avais très bien compris ce dont tu es en train de parler. Mais c'est vrai que c'est un peu. Parce que c'est un peu. On peut vite partir dans une sorte de cliché en mettant justement ce nom de street culture ou machin. Et en fait, j'ai l'impression que c'est même plus devenu une street culture, c'est devenu genre la culture actuelle, en fait, non? Oui, c'est notre culture ou c'est la culture des jeunes? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme culture maintenant? La culture, bien entendu, dans les musées. Mais tu vois où j'en suis, j'ai l'impression que même plus cette étiquette, elle est quelque part cliché parce que j'ai l'impression que voilà, c'est notre culture actuelle. Le problème, c'est que, alors, il y a deux choses. Le problème, c'est que tu t'appelles, tu te donnes une définition parce que tu te retrouves à être en opposition à une autre chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, on va dire, la culture institutionnelle, on va l'appeler comme ça, tenait à l'écart la culture dont on est en train de parler, en fait, ça restait quelque chose qui était à l'écart et donc il fallait la différencier. C'était pas reconnu comme culture par la société. Et quand je parle de culture, c'est avec un C majuscule. Donc du coup, tu parles de street culture comme si c'était un phénomène à part qui
qui a sa propre vie, qui est différente par rapport à la culture générale. Or, je suis pleinement d'accord avec toi, sauf que ben, aujourd'hui, si je devais, en fait, je devrais multiplier, c'est-à-dire c'est la librairie de graffiti, skateboard, voilà, Il y a quelqu'un qui dit culture populaire. Ben, il y a un côté, en fait, il y a un côté pop culture, au sens que c'est des cultures populaires. Mais là aussi, quand tu parles de culture populaire, immédiatement, ben, là je vous prends un livre, par exemple, de ce que je voulais vous montrer, Iconographie populaire de l'érotisme. C'est un livre fait par William McLean avec des photos de murs parisiens. Voilà, je vous en montre quelques-uns. D'accord. Mais ça date de quand ces photos? Ça, c'est le livre, je crois, est des années 5, c'est des années 50. D'accord. Pour situer. Alors, le livre est de 70, mais les photos, c'est années 50-60. D'accord. Et au fait, quand tu parles de populaire, ça renvoie immédiatement à une question de hiérarchie où tu as, on va dire, A, et voilà, la culture populaire. Et aujourd'hui, au fait, la culture populaire est devenue la culture tout court. C'est-à-dire que, et moi, je fais souvent des parallèles avec la musique parce qu'aujourd'hui, tu peux tranquillement aller voir une exposition sur les Beatles dans un musée et personne, c'est-à-dire, c'est la culture aujourd'hui. Et ça s'est présenté dans des musées sans aucun problème. Mais dans la sphère de la musique, c'est arrivé beaucoup plus rapidement, par exemple, que dans la sphère des arts visuels. Ou si on regarde, par exemple, ce qui s'est passé dans la mode, ben, au fait, le retour en mode des sneakers, les collabs avec les grandes marques de luxe et tout ça, c'est quand même encore relativement récent. Donc, des expositions de sneakers dans les musées, il y en a eu pas mal ces dernières années, mais ces dernières années. Donc, ça date pas non plus d'il y a 20 ans. Et pour finir peut-être sur ça, je prends souvent, je fais souvent le parallèle, par exemple, avec tout le débat qu'il y a eu autour de la musique urbaine aux États-Unis, où plusieurs chanteurs de musique rap, en tout cas urbaine, se sont vraiment rébellés face au fait que les prix musicaux ou contre l'idée même de catégorie urban music. Parce qu'au fait, nous on fait de la musique pop. Donc, on ne veut pas avoir le prix comme le meilleur disque ou le meilleur chanteur, chanteuse de musique urbaine. Moi, je veux juste avoir le premier prix pour la musique pop. Et ça, c'est une demande de reconnaissance pour dire, quelque part, ne nous mettez pas dans une case, voilà, c'est du graffiti, c'est du machin, parce que c'est de nous diminuer. Mettez-nous dans une case, c'est de la musique et je suis le meilleur à faire de la musique. Donc voilà, donc fuck votre musique d'avant. Il y a toujours effectivement ce sentiment un peu de dégrader un petit peu ces cultures qui sont les cultures actuelles et qui doivent être considérées. Quelle est la... On va pas trop partir là-dessus, je pense. On va essayer de rester sur ta librairie, sur les livres. Je pense qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour connaître un peu, justement, qu'on fasse un petit tour de tes livres préférés. Donc, tu as déjà commencé à nous faire voir un petit peu des livres qu'une personne avait été intéressée d'acheter aujourd'hui. Mais peut-être tu peux je sais que tu as fait une petite sélection des livres que toi, tu t'avais, peut-être pas que tu préfères, mais au moins tu avais envie de montrer aujourd'hui. On peut commencer par ça? Alors, moi, aujourd'hui, j'ai fait une sélection de livres qui sont dans ma collection. Donc, pas forcément dans la librairie. D'accord. Mais parce que je me suis dit pour montrer des choses différentes, mais après je peux aussi très rapidement prendre des livres qui sont de la librairie. J'ai fait une petite sélection aussi. Qu'est-ce que vous préférez voir? C'est-à-dire des choses un peu plus... Fais-nous voir les trucs un peu pointus que tu as dans ta librairie, dans ta sélection. Alors, bon, il y a des choses... Bon, pour ceux qui ne le savent pas, donc moi je suis né à Rome, j'ai grandi là-bas, donc pour moi ça c'est la base. Donc, alors, à l'envers, donc il va falloir que tu... Oui. Ça fait le truc, donc il va falloir que tu dises... Voilà. Ouais, j'ai pas de miroir. Non, il va falloir juste que tu dises le... Voilà. Donc, alors ça, c'est The Fabulous Five. C'est le catalogue de l'exposition que Fab Five Freddy et Lee Quinones ont fait à Rome en décembre 1979. Donc, c'est un catalogue qui est assez compliqué à trouver. Pas impossible, mais voilà. Moi, dans ma vie, j'ai dû en voir 5 ou 6. Hein. Donc, en 20 ans d'activité, c'est quand même assez rare. Et la beauté de celui-là, c'est que je l'avais trouvé dans une librairie antiquaire à New York. Et il était dédicacé, signé par les deux artistes en 1979. Donc voilà, sachant que
j'ai retrouvé les archives de cette exposition et que je rêve d'en faire un petit livre ou voilà, un jour, ça c'est un objet qui pour moi a une grosse valeur sentimentale, même si c'est, vous voyez, alors, ouais, c'est super plat. Et quoi, il y a quoi à l'intérieur? Voilà, en fait, il y a un texte de Claudio Bruni, qui était le curateur de la galerie qui avait monté l'expo, et qui est traduit en anglais et en italien. Il y a des photos, alors il y a beaucoup de photos aussi en noir et blanc, mais pour vous donner un peu une idée, en fait, ces photos que moi j'ai scannées ont été très utiles parce que en fait, moi je savais qu'il y avait l'expo, mais jusqu'à il y a quelques années, moi-même je ne savais pas quelles étaient les œuvres qui avaient été présentées dans l'expo. Alors je te coupe parce que c'est quand même super intéressant. On est en train de parler de 1979. On est en train de parler donc quelles ont été les premières expos graffiti qui ont été faites dans le monde. La première, ça a été donc à New York. Tu peux nous dire, pour resituer, parce qu'on est en 1979 en Italie, une exposition sur le graffiti, c'est vraiment une part de l'histoire quand même de ce qu'est le graffiti. Parce qu'on est très tôt, on est en Europe, c'est la première expo sur le graffiti en Europe. Oui, tout à fait. Tu me dis si je suis truc. Et quelle était la date pour la première expo aux États-Unis? Alors, c'est là où ça se discute. Dès 72-73, tu as des expositions à New York. Mais, alors oui, c'est des expositions, mais moi je parle, c'est quelque chose de différent. Parce que là, au fait, tu as la galerie La Medusa. Claudio Bruni était la personne qui gérait l'héritage de Giorgio De Chirico. C'est quelqu'un qui, chez lui, en fait, c'est un marchand d'art qui pouvait trader des Chagall, des Boccioni, vraiment des Caravage, des œuvres importantes, si tu veux. C'était le président des associations des galeristes italiens, donc c'était un vrai galeriste, et qui présentait les graffitis comme si c'était de l'art. Et il disait, ça, c'est la nouvelle avant-garde, c'est le nouveau langage. Déjà, on revient un peu à ce qu'on était en train de dire avant, c'est-à-dire qu'il n'avait pas justement cette posture de dire c'est du graffiti, c'est un truc. Il était déjà dans quelque chose de dire, voilà, c'est de l'art, je vous le présente comme je vous présenterai d'autres choses. Voilà, ok. Voilà, tout à fait, tout à fait. Pour lui, c'était vraiment Il avait cette vision-là, donc en 79, quoi. C'est quand même... Voilà. D'ailleurs, il est arrivé trop tôt. Donc, l'exposé a été oublié, même commercialement, ça a été un petit flop. Mais mine de rien, ça a permis de lancer toute une série de dynamiques à New York. Parce que quand les artistes sont rentrés à New York, effectivement, le fait qu'un galeriste comme ça les a invités à Rome a permis d'enclencher une dynamique à New York, entre autres, et qui a mené aux premières expositions dans des galeries comme la Fan Gallery. En 81, c'était la première expo. En fait, ça commence vraiment dans 80-80. Moi, j'ai pas encore une cartographie exacte de quand ouvrent toutes les... Parce que souvent, c'est des petites galeries qui ont fait des projets dans les années 80, qui puis ont fermé, et où les archives n'ont pas encore été étudiées. Il n'y a pas encore forcément des livres qui retracent tout ça. Mais donc là, on est vraiment très tôt. Et après, c'est vrai qu'à New York, tu avais eu les United Graffiti Artists, tu avais eu les Toga, mais... C'était quoi? C'était 74? C'était quoi à peu près? C'était entre 72 et 75. Et après, il y a des projets plus petits, même quelques années après. Donc, il y a eu des choses même importantes, si tu veux. Mais le problème, c'est que c'était présenté comme... il y avait toujours un aspect social. C'est un accompagnement. Mais pour certains artistes, il y avait vraiment une volonté de défendre ça comme de l'art. Et Hugo Martinez aussi en partie voulait défendre ça comme de l'art, mais Hugo Martinez n'était pas un galeriste reconnu. Donc en fait, c'était comme quelqu'un qui avait pris des artistes, avait voulu les défendre, mais son point de vue il comptait pas dans le monde de l'art, quoi. Il comptait en termes de un mec dans sa curiosité arrive, essaie de mettre ces gens en avant, il réalise qu'il y a quelque chose, il y a une énergie, que c'est de l'art, il veut le mettre en avant, mais il n'a pas les moyens de toucher les personnes qui vraiment pèsent dans ce milieu-là. C'est ça. Et encore, lui, il avait un parti pris qui était vraiment axé artistique. D'ailleurs, il avait fait une sélection et il prenait que les kings, on va dire, ou presque. Alors que le Noga, qui est déjà un peu plus tardif, le principe, c'était vraiment en fait de permettre aux gamins qui étaient dans la rue de venir dans un endroit clos où à travers le graffiti... Il y avait un truc social, quoi. C'était aider à se sortir de là par l'art.
Pas que ça, je dirais, mais il y avait aussi ça, mais ça en tout cas écrit dans le livre sur le Noga qu'a publié Beyond the Streets il y a quelques mois, et qui est le premier livre qui raconte l'histoire de Noga. Donc là aussi, il faut prendre compte du fait que cette histoire-là n'a pas encore été complètement écrite. Donc c'est pas encore aujourd'hui évident de tout connaître si tu n'étais pas présent à l'époque et que tu n'as pas vécu ça en direct, quoi. Donc, et ce qui est de moins en moins le cas, malheureusement, le temps passant, quoi. Oui. Donc, ce truc-là, c'est vraiment un truc collector, 79, première expo à... C'était pas à Rome, d'ailleurs, c'était où? Non, c'était une expo qui a été faite à Rome, et puis ensuite elle a tourné. Donc elle est passée à Milan, à Trieste, à Forlì. Donc elle a pas mal voyagé. Et voilà, mais bon, Bon, et ça, c'est exactement ce dont on était en train de parler au début. C'est-à-dire que ça, je pourrais en parler avec toi pendant des heures parce que c'est ultra intéressant, c'est passé à la trappe. Tu as ce fascicule ou ce petit livret qui prouve ça et qui est super rare, qui est signé et qui est aussi un autre pavé dans l'histoire de notre culture. Et c'est vrai que ça peut nous amener vers d'autres livres. Donc déjà, super archive. Qu'est-ce que tu aurais d'autre qu'est-ce que tu as d'autre sous ta... Alors, pour rester... Alors, on va dire... J'ai fait une petite intro sur New York dans les années 70 parce que je me suis dit, bon, il faut quand même honorer cette époque-là. Donc, il y a deux gros classiques italiens qui sont ces deux-là. Mm-hmm. Donc, ça, c'est Graffiti à New York de Andrea Anelli, que beaucoup peut-être connaissent parce qu'il a été aussi republié il y a quelques années par Wall Train Press avec Andrea Caputo. Et ça, c'est un livre qui, en fait, est une thèse faite par un étudiant en architecture italien qui était parti à New York entre 1973 et 1976, qui avait rencontré Coco 144, qui avait été un peu son guide. Et puis, en rentrant en Italie, il avait fait sa thèse, son mémoire de maîtrise sur ces sujets. Et il y a un éditeur calabré qui avait publié le bouquin avec quand même... quelques belles photos en noir et blanc. Magnifique photo. Ouais. Et donc ce livre, c'est comment un des premiers livres publiés en Europe sur le graffiti a pu être publié à Cosenza en Calabre en 78. Donc déjà même l'histoire de la naissance, de la fabrication de ce livre est assez exceptionnelle, sachant qu'il commence à prendre des photos en 73, donc avant même la parution de... Et ça, c'est une first edition que tu as là de celui-là? C'était une first edition de celui-là que tu as là? Ouais. Ça, c'est l'édition de 78. Elle n'est pas en parfait état. Mais ça, c'est aussi moi. C'est-à-dire que moi, en tant que collectionneur de livres, ça peut m'arriver d'avoir des livres qui sont encore sous blister et que je n'ouvrirai pas. Donc, j'ai vraiment un côté fétichiste. Mais sinon, je ne suis pas un bon collectionneur au sens où quand j'ai des livres, j'aime les feuilleter, j'aime les ouvrir, Donc voilà, ils peuvent s'abîmer un petit peu. Mais bon, en même temps, ça fait partie de la vie de ma collection. La vie d'un livre, c'est bien qu'il soit ouvert, quoi. Voilà, et après, donc, il y a toujours pour continuer, finir un peu sur nos discours de rapport entre, on va dire, l'élite et le milieu du graffiti. Goffredo Parisi, c'est un des grands écrivains italiens du XXe siècle, et il écrivait pour le Corriere della Sera, qui était un peu le Figaro italien, on va dire. Et en 76, il est à New York et il publie un article assez long, donc longue forme, comme on dirait aujourd'hui, sur le graffiti. Okay. Et quelques années après, il publie donc ce recueil d'articles qu'il a écrit à New York, qui s'appelle New York, avec une très belle couve, avec un petit dessin qui reproduit le skyline de Manhattan. Okay. Et à l'intérieur, ce texte sur le graffiti qui était complètement oublié. C'est-à-dire que moi, en retrouvant ce bouquin, j'ai pu lire ce qu'il avait écrit dans l'article, parce que bon, trouver une copie du journal de 76, c'est pas évident. Et Goffredo Parisi, en revanche, arrive à parler de ça parce qu'il avait découvert le grand classique de Fate of Graffiti de Norman Mailer, que, on va dire, les gens connaissent. En fait, il y a la version avec la couverture verte, ou la version avec la couverture avec les photos des enfants sur l'escalier. Mais moi, donc, il y a quelques années, j'ai réussi à avoir celle-ci, qui est en fait une édition dans un coffret. Donc, elle est reliée donc, en cuir. Et surtout, tu as une page de garde où
Oh, celle-là, ok. Sur la page, quoi, la page de gauche, parce que la page de droite, elle est connue, donc elle a tous les blazes. Tu me Oui, parles de la page de gauche? oui, tout ici. Ok. Donc, tu as les trois noms donc, des trois auteurs du livre avec leur signature. J'en Et ai. Ah ouais. là, tu as la numérotation, donc c'est sur 350. Donc, c'est pas beaucoup, quoi. Donc, 350, et ça a été publié quand? ben, c'est toujours en 74. Donc la même année, publication du. Moi je l'ai là juste à côté, donc on va pouvoir faire la comparaison juste pour les gens, pour qu'ils voient un petit peu de quoi on est en train de parler. Donc celui-ci, on est en train de parler de celui-ci, alors voilà, on fait moi il est un peu plus appuyé. Donc Ouais. celui-ci, donc première édition, c'est quoi, 74? Oui, tout à fait. Et, Et et la même année, on a cette édition de luxe à 350 exemplaires, c'est ça? tout à fait. Mais après la année, tu as les versions, parce que, alors déjà, la version américaine, elle est publiée avec deux coupes différentes. Puis tu as la version néerlandaise, tu as la version anglaise qui s'appelle Watching My Name Goes By. Même année. Même année 74, et toujours la même année, tu as la version française Graffiti de New York, Ok. qui paraît, où je dois dire le texte de Norman Mailer a été traduit, c'est assez violent, c'est-à-dire que c'est pas du tout une bonne traduction, mais bon, pour ceux qui ne veulent pas lire en anglais, c'est quand même voilà, assez utile, sachant que Wasted Talent a fait une version, ils ont traduit en français la dernière version du livre, donc ceux qui veulent lire le texte en français, il y a, voilà, à 20 balles, ils peuvent aujourd'hui s'acheter la version qu'a fait Gauthier. Merci d'ailleurs pour ce boulot, quoi. Donc voilà, ça un petit peu, c'était pour les bases, parce qu'après, sur les livres sur le graffiti à New York dans les années 70, après, tu pars plutôt sur des magazines, des articles de magazines, genre Newsweek, des trucs comme ça, où tu peux avoir des couvertures, des trucs comme ça, mais t'as pas forcément des livres qui parlent uniquement du graffiti new-yorkais. Ça commence après avec les années 1980, où tu peux avoir des livres de photos des métros de New York ou d'ambiance urbaine à New York, où tu peux avoir beaucoup de graffiti, mais bon, ça se termine comme ça. Et donc ça, c'est... Juste quand même, c'est parce que tu parles et tout, mais ces trois livres que tu viens de nous faire voir, c'est quand même assez fou, quoi. Entre l'expo en 79 à Rome, c'est magnifique, là, et puis c'est un truc oublié. Le deuxième que je n'avais jamais entendu parler, celui de New York, là, qui était donc un article, un long article qui a été ensuite. D'ailleurs, c'est en italien celui-là, New York, là? C'est en italien, mais justement, en fait, voilà, moi, sur des pistes de projets sur lesquelles je travaille aujourd'hui, plutôt en mode éditeur, en tout cas, je propose des choses, c'est de voir effectivement si ce texte peut être traduit en anglais et publié, sachant qu'il faut intéressant. Parce que c'est voilà, il y a probablement des droits d'auteur qui voilà, mais pour moi c'est quelque chose qui mérite d'être voilà. Ouais, parce que c'est quand même super limité que ça soit en italien. C'est pour ça aussi probablement que c'est passé à travers, parce que c'est quand même limité. Et donc cette version de The Face of Graffiti de 1974 à 350 exemplaires dans une revue en cuir, là je t'avoue, là tu m'as mis la pression, là, celle-là. Et comment tu arrives à trouver ça? J'ai une question con, mais comment? J'imagine que tu dis... En fait, moi j'ai j'ai un ami un jour qui m'a dit t'es un book sniper. Donc c'est un côté où voilà, je me mets avec mon ordi et je scanne internet et quand je trouve quelque chose, je cible et puis difficilement je rate la cible, on va dire. Mais après, c'est aussi, parfois c'est du hasard, hein. Tu sais, j'ai des gens qui débarquent chez moi à la librairie avec des cartons et qui me disent, tu me donnes combien pour ça? Ou bien j'ai eu des cas de gens, de libraires qui me contactaient en disant, j'ai acheté une grosse collection. On m'a parlé de toi parce que dans cette collection, il y a un carton qui est que du truc urbain. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Est-ce que ça peut t'intéresser? Du coup, tu achètes un peu une boîte à l'aveuglette et parfois, tu peux avoir des belles surprises comme ça. Donc, parfois, je me souviens d'où viennent les choses. Parfois, maintenant, c'est tellement mélangé que je sais pas, j'ai pas la preuve. Mais en gros, ouais, c'est ça les sources. Tu sais, en parlant de ça, j'ai un truc vite fait qui est pas... Mais c'est dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que je suis allé dernièrement à, tu sais, les sale house, ou peu importe, c'est les trucs où tu vois la personne est décédée, la maison, ils vendent tout ce qu'il y a dedans, tu vois, comme une sorte de vide-grenier, mais plus par rapport à un décès. Et tu vois, tu cherches, voilà. Et justement, je tombe sur des trucs, je vais te faire voir parce que c'est assez marrant. Je pense pas que ça soit
Attends, je l'avais là et ça m'a fait gaulerie parce que déjà, regarde, je tombe sur déjà ça. Alors, je sais pas ce qui a marqué, mais c'est des stickers, tu vois, là c'est à l'envers. Donc c'est marqué Take Pride, Stop Graffiti. Donc Take Pride, Stop Graffiti. Donc je tombe sur ce tas de stickers, je fais waouh, déjà c'est super. Ouais. Et le mec, je me rends compte en fait que c'était un mec qui était intéressé par tout ce qui est gang graffiti, Ok. comme je suis en Californie. Et je tombe sur tous ces trucs qui sont donc Save Kids from Gangs, Street Gangs, bon, celui-là est un peu plus connu, mais plein de trucs sur c'est Gang Prevention and Intervention. Et dedans, le mec, tu vois, il fait des listes de tous les noms de gangs qu'il y a dans les quartiers. Ah ouais. Et, il reproduit tous les trucs de, tu vois, et tu vois, ça c'est des choses qui sont, tu vois, ça a été fait à la main et tout. Alors je sais pas exactement ce qu'il faisait et tout, mais bon, il s'était vraiment beaucoup intéressé aux gangs et il y a pas mal de photos de trucs de gangs et tout. Et juste, je me dis, ouais, c'est un petit trésor, tu vois, c'est un petit trésor. Et j'imagine que toi, ça a dû t'arriver justement ce type de choses, peut-être même trouver des choses. Comment dire, là, je l'avais écarté, mais tu vois, ça a été une des acquisitions. Donc, c'est un livre de Jean Monod qui s'appelle Les Barjots, publié par. Donc, c'est Essai d'ethnologie des bandes de jeunes. Et c'est un livre publié en 68. Donc, et ça montre un petit peu comment les chercheurs commencent à s'intéresser un petit peu à ce phénomène des bandes de jeunes urbains dans les espaces urbains. Puis en même temps, tu as des livres comme Skin de Gaby Watson, ou bien tu as le fameux Gang Story de Yann Morvan, qui vient de reparaître sans la photo. Qui stoppait la diffusion de l'édition. Donc la petite histoire, c'est donc le livre Gang, qui est un livre magnifique, qui est sorti à quelle époque d'ailleurs? Alors attends, je te redis, mais je crois que c'était 2000. 2000, ok. Donc celui-là, que je me rappelle avoir volé à la FNAC et avoir perdu pendant mes pérégrinations, et je m'en suis vraiment triste de ne plus avoir cette version originale, et qui a été, je sais, donc elle avait été interdite parce qu'il y avait une photo donc, dedans qui montrait des skins, et une des personnes qui était sur la photo avait porté plainte parce que apparemment elle avait une autre vie maintenant et elle voulait pas qu'il soit assimilé comme un skin toute sa vie. Ce qui avait fait stopper la publication, au moins la distribution de ce livre. Et là, il a été republié, je crois, par la Manufacture des livres, d'ailleurs, il y a un mois de ça ou quelque chose. C'est ça. En fait, là, j'ai sans cette photo-là, quoi. Sans cette photo-là, ce qui permettra au livre maintenant de circuler, parce que ce livre-là, en fait, c'est le résultat de tout ce cheminement qu'avaient commencé un peu aussi les intellos. Mais puis, au fait, c'était un phénomène qui attirait de plus en plus l'attention d'un nombre croissant de personnes, et donc tu as pas mal de livres qui permettent, au fait, qui s'intéressent sur le phénomène des gangs. Et ça, par exemple, c'est un des sous-domaines que j'essaie de développer avec la librairie, c'est-à-dire ces approches qui sont à la fois qui peuvent être même très légères à travers la photo, donc avec un côté artistique juste de documentation de la vie d'un groupe de personnes, ou bien vraiment des tentatives de la part de sociologues, ethnographes, tout ça, de questionner, tout. Un truc plus scientifique, même ethnologique, quoi, par rapport à... Oui. Ouais, donc ce mélange, c'est ça, donc c'est ce que tu disais au début, tu te mets pas de barrière, tout ce qui est un peu relatif à la vie là qu'il y a autour, ce qui se passe actuellement, ou tout ce qui est street et tout, t'essaies de garder ça. Et puis, il reste quand même ce côté quand même visuel, artistique dans tout ça, parce que ce livre-là de Gang, les photos sont quand même magnifiques, et même si elles retracent une certaine période, elles témoignent d'une période, visuellement, il reste un photographe vraiment talentueux, et il y a des photos magnifiques, des Black Dragon, il y a des photos splendides. Mais en fait, moi, j'ai la plupart des livres publiés de Yann Morvan en rayon, en librairie et dans ma collection. Et je sais par ailleurs que là, il a commencé aussi à republier des zines avec un petit peu ses archives et tout ça. Okay.
j'ai juste pas eu le temps de contacter voilà, la personne qui accompagne Yann Morvan dans la publication de ces archives pour prendre du stock et les proposer aussi à la librairie. Parce que pour moi, c'est une des refs avec un R majuscule, tu vois. Et finalement, beaucoup connaissent pas encore suffisamment bien son travail parce que justement, il a surtout évolué dans le milieu de la photo. Et donc, et surtout, c'était la génération un peu précédente, on va dire, à celle du graffiti. Et donc, pour des questions à la fois de biographiques d'âge et de circuits de fréquentation différentes, en fait, ça c'est pas. C'est pas croisé, il n'a pas été mis en avant comme a pu l'être d'autres, comme le livre d'Henri Voilà. Chapon ou d'autres photographes qui étaient plus axés graffiti. Il a loupé le Voilà. code un peu à quelques années près, j'ai l'impression un petit peu, même s'il y a eu ce gang qui est sorti quand même en 2000. Et quelle est ta position par rapport justement à toute ta collection? Est-ce que c'est basé, est-ce que tu te dis ok, je prends que des livres? Est-ce que tu es aussi intéressé par les fanzines? Ou est-ce que ça s'arrête cette collection? Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, pour l'instant, j'ai acheté surtout, je dirais que 95%, c'est des livres, catalogue d'exposition, livres, essais, voilà, tout ce que vous voulez caser dans la catégorie livres, et des magazines. Mais dans les magazines, je mets aussi les fanzines de graffiti. Mais pour fanzine, ça veut dire, c'est-à-dire une revue, on va dire comme ça, qui a un titre, qui sort et il y a plusieurs numéros publiés sur plusieurs années, ou même juste un numéro parce qu'après l'équipe le projet n'a pas marché et tout ça, mais c'est plutôt les magazines. Donc, et justement, est-ce que tu te limites, parce que là tu me dis les magazines, mais les fanzines aussi, les fanzines même s'il n'y a qu'un seul numéro, alors où c'est que tu mets la limite, tu vois, à quel moment tu dis bon, je peux pas collectionner ça? Mais alors les fanzines, c'est là où ça arrivait un peu à la fin c'est-à-dire c'était un peu aussi des choix. Alors, il y a très peu de texte dans les fanzines, c'est plus des objets artistiques. Et moi, je suis, désolé, j'ai un bac+8, j'ai enseigné l'art contemporain. Donc moi, s'il n'y a pas de texte, au fait, ça accroche beaucoup moins, personnellement. C'est quoi? C'est situé? C'est en quoi le texte va apporter plus d'intérêt à tout ça? C'est pour situer l'environnement? C'est pour qu'est-ce qui t'apporte justement ce texte? Moi aussi, je suis pareil. C'est-à-dire, moi, je me souviens d'une conf d'un prof allemand qui disait j'ai travaillé pendant une longue vie aussi dans un musée. Alors, je me souviens plus, je crois que c'était à Cologne, un truc comme ça. Et je me disais c'était fantastique parce que en fait, les gens qui venaient aux conférences, en fait, c'était quoi la blague? C'était entre aller au paradis et écouter une conférence sur le paradis, qu'est-ce que vous préférez? Au fait, les gens préféraient écouter la conférence sur le paradis. Moi, je suis un peu ça, c'est-à-dire que j'ai besoin, je suis très curieux, donc j'ai besoin d'avoir un flux d'informations assez important pour me satisfaire. Et quand j'ai une image et que j'ai pas les T'es informations, frustré, c'est ça. Tu as besoin de la date, tu as besoin du truc, tu as besoin de. il y a un collectionneur qui m'appelait l'autre jour et en bavardant, parce qu'il m'achetait des livres, il me montre la photo d'un tableau new-yorkais graffiti années 80 qu'il a acheté. Tu vois, œuvre fantastique. Donc il m'a demandé de ne pas en parler, donc je ne vais pas dire le nom, le truc comme ça. Et donc moi aujourd'hui, j'étais en train de ranger quand même la photo dans mes documents pour pouvoir savoir que le tableau existe et tout ça. Je feuillette le truc et je trouve un dessin qui a le même titre du tableau et qui a une signature qui est la même qu'on trouve au verso du tableau. Maintenant, le problème, c'est que le dessin et le tableau sont attribués à deux artistes différents. Waouh! Oh là là, et là, tu nous donnes pas les détails. Là, tu nous tues. Là, tu me tues. Là. Non, mais c'est comme tu dis, voilà, des artistes qui sont très potes. Tu as Crash et Days, on dit pour dire, qui parfois ont aussi collaboré à quatre mains sur des œuvres et tout ça. Et au fait, tu lui dis, mais attends, mais au fait, alors soit le tableau n'est pas de Crash, mais il est de Days, et du coup, c'est le tableau qui doit être réattribué, ou soit, comme j'ai moi la sensation, c'est le dessin qui est conservé d'ailleurs dans un musée, qui a été classé sous le nom du mauvais artiste, tu vois, parce que peut-être le travail a été mal fait, et donc dans ce cas, il faut sonner le musée pour leur dire attention, il faut changer le cartel parce que c'est pas ce mec-là, mais c'est un autre. Donc en fait, moi, les informations, j'en ai besoin parce que j'aime le big data, on va dire comme ça en rigolant,
et j'ai besoin d'informations. Donc les fanzines, quand c'est, j'en ai quelques-unes, mais il n'y a pas suffisamment d'infos. Donc moi, c'est plutôt le texte, le papier, le rapport entre le texte et les images qui me fascine. Et puis il y avait une autre question, c'est comment tu les classes, comment tu les ranges, parce que parfois c'est des objets qui n'ont pas de titre, qui n'ont pas vraiment de... Donc c'est un vrai casse-tête d'un point de vue du classement, dans le cadre d'une collection normale, surtout quand tu es quelqu'un qui... tu poses pas un truc comme ça et tu le laisses pendant des années sans le toucher, mais que tu les cherches régulièrement, tu as besoin de savoir où trouver les choses. Et donc, avec les fanzines, en tout cas pour moi, j'ai jamais trouvé une approche de classement que je considérais satisfaisante. Et puis, garder à l'esprit une chose, c'est-à-dire que les livres de la librairie, ben, en fait, les éditeurs ne me les offrent pas. Donc, arrivé à un certain moment, pour des raisons à la fois d'espace et de budget, j'ai commencé à acheter le stock de la librairie. Et donc, j'ai quasiment arrêté net d'acheter des livres pour ma collection. Si ce n'est peut-être, ben, en fait, quand tu as Sophie Bramley qui est à la librairie pour faire une dédicace, tu peux pas ne pas prendre une copie et te faire dédicacer le bouquin pour l'ajouter à ta collection. Et ainsi, bon, là, je pars de Sophie parce que voilà, on prépare un zine aussi ensemble pour, j'espère, l'automne et j'espère que ça va bien marcher. Mais c'est le cas aussi avec d'autres artistes et autre chose. D'ailleurs, parfois, je le fais pas. Mais c'est pas par méchanceté, mais c'est juste parce que c'est une question d'infos. Je comprends, donc tu as une frustration en tant qu'archiviste quand même de ne pas pouvoir le classer des éléments comme ça s'il n'y a pas de date, s'il n'y a pas de texte, s'il n'y a pas quelque chose qui t'indique où le classer. Il y avait aussi, je veux quand même revenir très brièvement sur Sophie Bramley quand même pour les gens qui ne connaissent pas, qui a pris des photos. Donc tu peux nous situer les dates, c'était années 70, mais c'est quand? C'est 80, c'est 83. Ok, je croyais que c'était fin des années 70 qu'elle avait pris des photos. En tout cas, elle a témoigné de toute l'explosion du hip-hop à New York en rencontrant et en passant du temps avec énormément de rappeurs et de graffeurs connus de cette époque-là. D'ailleurs, il y avait un très bon podcast avec Driver qui l'avait interviewé dans le cadre justement de cette expo. Là, c'était quoi, Hip-Hop 360, je crois que c'était ça. Voilà. Oui, alors. Donc, bref. Personne très importante aussi, donc c'est cool si tu fais un projet avec elle. Ça, c'était la parenthèse. Je voulais revenir sur le fait que des dates, datifier les trucs et tout ça. Il y a aussi quand même un côté quand même créatif qui est quand même cool et qui peut quand même exister sans la datation. C'est juste le kiff de voir un graphe ou tu vois ce que je veux dire, une photo qui a jamais été vue, tu vois. Donc bien sûr, tu as cette frustration de oh putain et tout. Par exemple, j'ai un gros exemple par rapport à ça, c'est le livre qui est là, je le vois là en même temps du coin de l'œil, et que j'étais passé à côté, c'était Paris-Saint-Lazare. Oui. Énorme en termes de volume et aussi en termes de contenu. Et bon, bref. Et je parlais à son auteur, et bien entendu, j'ai surkiffé de voir des photos que moi j'avais vues en réalité, ou des fois que je n'avais pas pu voir et que j'ai pu revoir ici, des archives magnifiques. Et quelque part, j'ai été frustré parce que je n'avais pas la date en dessous de chaque photo. En parlant avec son auteur, il en avait conscience et il m'a dit effectivement, c'est une remarque qu'on m'a fait assez régulièrement, mais je n'étais pas assez sûr de la datation pour pouvoir la mettre. Donc, quelque part, bon, voilà, ça se discute, peu importe, c'est pas une critique du tout, c'est juste un constat et lui, il en avait conscience aussi. Mais c'est vrai que c'est frustrant. C'est vrai que c'est frustrant parce que quand on voit une photo, surtout un gros livre comme ça où il y a des témoignages, il y a de tout et qu'on ne sait pas exactement quand, il y a une certaine frustration. Alors, il n'y a pas de solution à ça, mais c'était pour juste revenir par rapport à ce que toi, tu étais en train de dire par rapport à ça. Non, mais écoute, moi je souscris à tout ça. Après, il y a une petite technique, quand on n'est pas sûr d'une date, il faut la mettre entre parenthèses en crochet carré. Et ça, voilà, ça veut dire que la date n'est pas certaine à 100%, mais que tu transmets l'information que tu as sous la main, mais tu n'as pas pu la vérifier, donc tu partages l'info et ça permet au lecteur qui reconnaît en fait le sens des crochets carrés de savoir que c'est une date, que c'est une référence, voilà, mais que c'est pas sûr à 100%. Ouais. Ça pourrait l'être. Donc ça permet de prendre ça avec les pinces, quoi. Donc il y a ça. Et puis à toi de me dire, parce que je vois qu'il est presque 9h et j'ai encore un peu de livres que je voulais montrer. J'aimerais que tu me fasses voir des livres. Vas-y. Alors, j'ai tout. On pourrait faire presque 2 heures en parlant sur les livres sur les graffitis des années 60-70.
Ça, c'est un livre qui s'appelle Graffiti for Vespasian, Die Kunst im Pissoir, donc, qui est un livre qui date de 80. Graffiti voilà. Basique. Ok. Voilà. Pardon, j'ai pas entendu la date, je t'ai coupé, tu m'as dit c'est quoi la date? Ça, c'est un livre de 83. Et là, voilà, c'est des photos de prises dans les dans l'histoire. Et c'est quelle ville, ça? En Allemagne. D'accord. C'est en Allemagne, voilà, mais comme vous voyez, bon, j'espère qu'on va pas être... voilà, c'est parfois très explicite et on voit que les gens ont le temps de bien dessiner voilà, sur les... Là, ouais, pas mal. Et ça, en fait, c'est assez intéressant parce que dans tout ce qui est... Alors, ça commence dans les années 50, mais puis dans les années 60, ça commence à prendre forme, et puis dans les années 70, en fait, il y a toute une série de livres qui publient beaucoup au fait, dont le titre parfois est même graffiti, et qui publient au fait, qui parlent de graffiti, mais c'est pas le graffiti new-yorkais, mais c'est les graffitis vraiment les écritures new-yorkaises. Et la chose qui est amusante, c'est de voir l'évolution, c'est-à-dire que vu que publier des livres avec des photos était très cher et que c'était pas dit que ces livres allaient facilement trouver un marché, donc tu as toute une stratégie. Donc tu as par exemple des auteurs qui recopiaient les phrases écrites dans les qu'ils voyaient, et donc tu n'as pas de photos, mais tu as juste un livre comme si c'était un recueil de phrases qui sont mises et qui sont souvent classées par thématique, ou bien tu as des livres où les graffitis sont dessinés. Donc c'est comme redessinés, c'est ça? Comme a pu le faire dans le Russian Tattoo, voilà, sont redessinés. Voilà, tout à fait. Donc c'est des livres où tu n'as pas le graffiti original, mais il est quand même redessiné, donc il apparaît sous une forme qui est graphique et pas uniquement écrite. Et donc ça, c'est voilà. Là, il y en a quand même une. J'ai une petite collection que j'ai bien amassée autour de ça. Et dans cette même série, là, je me lève pour la prendre parce qu'elle est juste là derrière. Je n'ai pas prévu de la prendre, mais je pense que tu vas bien l'aimer. C'est ça. Petite collecte, vas-y. Ouais, c'est beau déjà. Ça a l'air vieux, hein, c'est bien jaune. Alors oui, donc là, je vous ouvre. Donc, le premier, ça date de 1910. Wow. Et au fait, c'est AN1, qui était un hobo américain. Wow. Qui donc, comme tous les hobos, voyageait sur les trains, qu'on voit bien même sur les couvertures. Train de marchandises, donc. Voilà. Et lui, son truc, c'est qu'en fait, il a écrit des récits qui racontent en fait l'histoire des tramps, c'est-à-dire des hobos. Et il marque fusil, il est en kiff, là. Ouais. Il est en surkiff, fusil. Exactement, t'as capté. Ouais, mais ça. C'est fou, quoi. Et là, donc, tu vois, je pense que le plus connu, c'est From Coast to Coast with Jack London, qu'il avait rencontré. Puis il y avait voilà, ça, bon, c'est pas très politically correct aujourd'hui, mais le titre dit tout. C'est The Wife I Won, la femme que j'ai gagnée. Donc probablement en carte. Et donc ça, ça a été un gros succès à l'époque. Hein. D'ailleurs, moi, certaines, là, parfois j'ai la première édition, mais parfois j'ai genre la 10e édition tellement ça s'était vendu à l'époque, et c'est assez compliqué de les trouver aujourd'hui parce que bon, c'est pas des livres c'est pas de la grande littérature, hein, donc c'est pas forcément les gens ne l'ont pas forcément conservé, et surtout c'est compliqué de trouver une série entière. Donc là, certains livres sont vraiment voilà. Et ça, c'est en anglais, c'est donc du récit, c'est que du récit, il n'y a aucune photo, on est d'accord? C'est le mec de ses aventures. 1910, alors parfois dedans, tu peux avoir des petits dessins comme ça. Non seulement du récit, c'est des romans, on va dire. Hein. C'est rien de plus, rien de moins. Sauf que c'est des romans un peu à la Jack London, d'aventure de gens qui traversent l'Amérique comme ça et qui racontent tout ça. Et ça aujourd'hui, alors ceux qui veulent en savoir un peu plus, je pense qu'il y a des versions que tu peux acheter sur le site qui vend beaucoup de livres, mais dont il faut pas prononcer le mot. Et en fait, c'est des rééditions anastatiques, c'est-à-dire qu'ils ont pris le PDF sur Google Books
et ils l'ont juste réimprimé sous la forme d'un livre. Sinon, tu te télécharges directement en PDF, un extrait sur Google et tu peux Donc c'est voir. AN1, c'est ça? AN1? AN. Ah ouais. Ok, ok. Mais même la typo est assez cool, quoi. Tu vois, comme on le voit comme ça en effet miroir, tu as l'impression limite que c'est un truc un peu asiatique. La typo, c'est assez cool, quoi. Non, mais même comme des objets, ils sont assez cool. Donc voilà, donc il y a ça. Ouais. Après, qu'est-ce que je voulais j'en ai pas pris. Après, voilà, il y avait toujours dans cette série de celui que je vous ai montré tout à l'heure, l'iconographie populaire de l'érotisme. Et donc, ça, c'est même amusant parce qu'en fait, une des réflexions que moi, je me fais souvent quand tu te retrouves à parler avec des gens qui disent mais le graffiti, ça salit, alors le street art, c'est beau, c'est décoratif, ça rend la vie plus jolie et tout ça. Et je me rends compte en regardant les photos de ce qu'était Paris ou de ce qu'étaient les villes au XXe siècle, on va dire jusqu'aux années 70, tu te rends compte au fait que les murs étaient délabrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cette vision très moderniste de la ville qui doit être propre, parfaite, avec les murs dont la peinture doit être encore fraîche. Et en revanche, tu te rends compte que les murs de l'époque, en fait, ils étaient… Ça n'a jamais été, quoi. Ça n'a jamais été. Voilà. C'était des gravures, c'était des messages politiques. Il y avait le livre de Brassailles, justement, avec toutes ces photos Oui. où tu vois… Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà. Alors, et du coup, il y a ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Alors là, j'ai des choses qui sont complètement différentes, mais je vous les montre un petit peu comme ça. Alors, ça, c'est un livre, Rivington School, Okay. donc c'est publié. Ça, c'est un livre qui a toute une histoire parce que c'est un livre qui a été publié par Black Dog, qui est un éditeur qui a fait apparemment faillite pile poil au moment où ce livre était publié. Donc moi, je voyais le livre sur Internet, je voyais le livre sur le site de l'éditeur, je voyais quelqu'un qui avait reçu une copie, mais c'était impossible de le commander et de le trouver. D'accord. Et c'est C'est-à-dire quoi? que… Tu peux voir un peu les photos à l'intérieur? Alors, Rivington School, c'est Rivington School, c'était au fait un terrain vague à New York, Rivington School, où des artistes comme Linus Coraggio Ok. faisaient, au fait, c'était devenu une espèce de jardin, de sculpture, d'installation, de performance, mais c'était fait avec du matériel de récup, donc tu pouvais avoir des choses comme ça. Et ça, c'était quelle époque, ça? Années 80. Années 80, d'accord. Et ça, au fait, il y a un site qui s'appelle 98 Bowery, qui est fait par un critique d'art new-yorkais qui était jeune à l'époque et qui donc raconte un petit peu tout ce qu'il a rencontré tout au long de sa vie artistique à New York. Et il a publié pas mal de photos, d'archives et de choses qui racontent un petit peu l'histoire de ce lieu qui est juste fantastique. Et ça me fait… c'est-à-dire… C'était quoi? C'était un squat, en fait, cet endroit? Plus qu'un terrain. Ah, c'était vraiment un terrain vague. C'était vraiment un terrain vague qui donnait sur la rue et où ces artistes s'étaient plus ou moins appropriés ce spot. Okay. Et ils vont faire des expos, créer des sculptures, des trucs comme ça. Et juste, en fait, comment dire, moi, je parle de Rivington School quand je parle de la scène new-yorkaise des années 80, juste pour montrer comment encore on a une vision qui est très limitée de ce qui s'est passé à New York à cette époque. Parce que le vrai underground, c'est-à-dire Fashion Moda, Rivington School, des lieux qui étaient vraiment dans des tentatives de monter des projets qui étaient en dehors vraiment de la sphère artistique reconnue, ben, au fait, ils ne sont pas encore bien identifiés aujourd'hui parce que parce qu'ils étaient… Quoi, maintenant, on n'a que la Factory, on entend parler de tout ça. Voilà. Voilà, mais pas des lieux vraiment underground de cette époque-là, qui foisonnaient justement de tous ces lieux underground et d'énormes créativité, quoi. Mais même si tu imagines qu'une galerie, centre, spot, centre d'art comme Fashion Moda dans le Bronx, qui n'a pas fait que du graffiti, mais où il y a quand même eu Crash Days et pas mal d'artistes qui sont passés, parfois même pour leurs premières expositions. Aujourd'hui, il n'y a pas un livre sur Fashion Moda. Et même quand tu as des livres, là j'ai un livre de Pauline Chevalier, qui est une chercheuse française qui a fait une thèse de doctorat sur les espaces artistiques alternatifs à New York dans l'après-guerre, on va dire, et jusqu'aux années… Elle considère aussi les années 80. Ben, en fait, elle parle pas, ou elle parle très peu de ces expériences, parce que, bon, déjà, c'est pas facile de trouver des renseignements, mais parce qu'elles sont pas encore…
mises sur la carte, on va dire, et donc elles sont encore en grande partie aujourd'hui ignorées, alors que pour moi, en fait, si tu n'as pas Remington School et Fashion Moda, tu peux pas comprendre ce qui s'est passé à New York, en tout cas dans les scènes underground, graffiti, artistes urbains, voilà, qui évoluaient un peu en marge des circuits officiels, et c'est franchement dommage. Donc un livre comme ça, c'est encore pire parce qu'en fait, moi, j'ai réussi finalement à le choper un jour dans une vente aux enchères sur eBay et je l'ai acheté, je crois, à 2,50 €. Ah, ok. Plus d'euros de frais de port quand même. Hein, mais Non, mais juste pour savoir. Ok. Ok, voilà. ouais, mais ça dit beaucoup de choses. Ça dit déjà le fait que si tu digues, tu peux trouver des trucs à des prix intéressants. C'est parce qu'on n'est pas en train seulement de parler de livres qui ont un prix Ouais. élevé. On est aussi en train de parler surtout du temps et de la recherche qu'il y a derrière pour pouvoir mettre la main là-dessus. Et le deuxième point, c'est si tu veux connaître quand même l'histoire de cette culture, eh ben, il faut des documents. Et sans les documents, l'histoire elle s'étiole et elle s'écrit d'une autre manière. Et tout est lié comme ça. On en parlait justement de comment écrire l'histoire du graffiti, là, l'épisode qu'on avait fait dont tu faisais partie à la place et où il y avait d'autres intervenants. Je vous invite à aller écouter d'ailleurs, qui est sur la liste des podcasts. Mais c'est ça, c'est si tu n'as pas ces éléments-là, donc d'où l'importance pour toi ou pour d'autres personnes d'accumuler toutes ces connaissances-là parce qu'elles disparaissent, quoi, spécialement quand on a des petites publications ou des... Ah oui, ben, moi, tant que en fait, j'avais chopé un peu d'informations sur Internet. J'ai connu un artiste italien qui a un peu fréquenté le spot, quoi. Mais c'était, voilà, ou bien il faudrait aller rencontrer Linus Coraggio à New York. Mais bon, moi, c'est-à-dire, je ne suis pas payé dans la vie pour m'occuper de ça. Et comme Remington School, j'ai plein d'autres choses qui me font briller les yeux, quoi. Et donc, j'essaie juste de faire de mon mieux et puis d'avancer en faisant quand même, voilà, en partageant le plus de choses possible, en permettant que le plus d'informations possibles puissent réémerger sous la forme de livres, en tout cas, et puis même quand il y a un livre qui est publié aux US, il faut le faire arriver en Europe, parce que sinon il est diffusé aux US et donc en Europe on continue d'ignorer cette chose-là. Et donc, mais comme il y a eu un Remington School voilà, à New York, il y en a eu même à Paris et d'autres choses, des squats, des histoires, des lieux comme ça qui ont eu un rôle fondamental dans certaines histoires et qui n'ont pas encore été complètement racontées. Donc, et est-ce qu'il n'y a que le livre pour raconter ça? On peut aussi utiliser d'autres médiums, j'imagine. Ne serait-ce que déjà publier des photos sur Internet, ça reste quand même quelque chose qui est là, quoi. Il y a des informations qui tournent. Est-ce que le livre apporte quelque chose? Qu'est-ce qu'il apporte de plus, justement? Alors, le livre, ce qu'il apporte, c'est que... alors, plusieurs choses. Premièrement, la durée. C'est-à-dire, regarder, moi là, je suis en train de travailler sur un projet et je suis en train de scanner tous les premiers sites qui, au début des années 2000, parlaient de graffiti street art et de voir combien sont encore en ligne aujourd'hui. Donc, déjà, on a très peu. Et ensuite, ceux qui sont en place, les images ont sauté, les liens ont sauté. Alors ça, c'est intéressant. Je te coupe juste brièvement par rapport à ça. C'est qu'on en parlait avec Karim Boukercha, le fait que Google aussi, on dit, tu peux tout trouver sur Internet, ça reste sur Internet et tout. Mais c'est quand même faux parce que des recherches que tu faisais, par exemple, tu vas faire une recherche dans les années 2000, tu tapes Graffiti New York et tu les tapes aujourd'hui, le contenu sera totalement différent entre les algorithmes qui mettent les pubs en avant et tous les mots-clés en avant et tout. Tu vas avoir des choses qui vont totalement disparaître de cette masse d'informations. Donc, si tu les sauves pas maintenant, c'est pas parce qu'elles sont sur Internet qu'elles vont être éternelles. Bon, ça, c'était une petite parenthèse qui rejoignait ce que tu étais en train de dire. Voilà, c'est ça. Mais donc, Internet peut aider, si tu veux, à partager une photo que certains vont faire une capture d'écran ou la télécharger pour la mettre dans un dossier sur leur disque dur et peut-être imprimer tout ça. Mais Internet, en fait, les informations sur Internet ont une durée de vie qui est ridicule. Alors que, ben voilà, moi, j'ai des livres qui datent des années 40-50 ici à la librairie. Voilà, je dirais pas que c'est un siècle, mais on y est presque. Voilà, c'est pas une garantie d'éternité. Celui de 1910, là, toute la collection que tu viens de nous faire voir, un siècle, qui a plus d'un siècle d'existence et que tu peux encore aujourd'hui partager et des gens vont pouvoir tu partages l'information, une information qui était, voilà, qui a plus d'un siècle. Ouais. En fait, il y a vraiment de durabilité. Et après, je dirais que pour moi, il y a une autre question, c'est-à-dire que en fait, quand tu fais un livre, si tu le fais bien et comme il faut, tu te poses
tu le penses, tu penses la structure, tu le construis. Au fait, tu sais que le jour où tu vas l'imprimer, tu ne vas pas pouvoir le modifier. Donc, tu vas essayer de soigner tous les détails pour qu'ils correspondent le plus possible à celle qui est ta vision de la thématique ou du sujet que tu affrontes au moment où tu es en train d'imprimer ce livre. Et, et donc, ça le truc d'immédiateté un peu qu'il y a avec l'Internet et le fait que tu réfléchis peut-être moins avant de partager une information. Voilà, tu ne contrôles pas 3 fois la date que tu es en train de mettre sous la photo parce que ben, c'est éphémère, c'est rapide, c'est instinctif. Ça. Alors que si tu mets une date sur un livre, tu sais que tu vas la mettre, tu vas la contrôler 3 fois parce que si tu te trompes, si ce n'est même de 2 semaines parfois, tu sais que tu vas avoir plein de coups de fil de gens qui vont pas être d'accord. Ça va être une référence. Ouais, ça va être une référence. Et il y a aussi un truc quand même qui est super important, c'est tout ce qui est lié. Tout ce qui est lié aussi au design, quoi, parce qu'on n'en parle pas forcément, mais le design fait une grosse. Tu nous as fait voir une partie de ta collection, très infime partie de ta collection, mais tous les livres dont tu as fait voir, tu captes que le design fait quand même une grosse partie de l'attrait pour le truc. Si tu as des connaissances ou des informations qui sont à l'intérieur qui sont super intéressantes, mais que tu as un design de merde, ça va quand même te refroidir par rapport à l'achat et à l'amour que tu as pour ce livre-là. Ben, disons que tu vas faire avec si tu en as vraiment besoin, mais voilà, moi en tant que libraire de temps en temps, c'est vrai que j'ai cette réflexion en me disant mais attends, mais regarde le contenu, mais pourquoi ils ont pas mis un peu plus de fric pour choisir un meilleur papier, pourquoi ils n'ont pas relu 2 fois plus le texte pour enlever les coquilles, ou bien pourquoi ils n'ont pas voilà, le graphisme, tu te rends compte que ça a été fait un peu à la va-vite. Donc c'est vrai que c'est ça, mais bon, voilà, après, tu sais, les livres, c'est aussi des impératifs, c'est des calendriers. Il y a plein de choses qui rentrent en ça, et parfois, as juste après un petit peu, t'en peux plus, tu as juste envie de le faire sortir, et voilà, moi c'est fait, et tu passes à autre chose. Et donc voilà, il y a tout ça. Mais bon, je continue parce que voilà. Ouais, peut-être tu nous en fais voir une dernière petite sélection. Ouais. Effectivement. Alors, très rapidement, donc il y a ça, c'est un livre qui s'appelle Opposizione 80. Déjà, là, tu vois, on parle du design. Le design, il déchire là, d'entrée. Voilà. Et la photo que vous voyez là est une vraie photo qui est contre-collée sur la couverture. C'est un livre qui a été fait par Tommaso Tozzi, qui était un prof de l'école des Beaux-Arts à Florence et qui est passé à New York au début des années 80. Il voit les graffitis, il rentre à Florence et il se met à dessiner ce genre de choses sur les murs. Je pense que c'est lui, après avoir vu les graffitis, en fait lui-même à Florence. Ok. Tout à fait. Et la chose qui est hyper intéressante de Tommaso Tozzi, c'est que donc ce livre-là sort en 91 et c'est un peu, bon déjà regardez genre ce type de typo. Et je vous montre juste, voilà, ça reprend l'esthétique vraiment des fanzines Xerox des années 80, si ce n'est parce que c'est une anthologie qui réunit tous les textes qui parlent de graffiti et de hacker, d'ordinateur. D'accord. Okay. Voilà. Une sorte d'idée un peu de liberté par rapport à ça. Mais le lien entre les deux, il est quand même... Il est intéressant. Il est intéressant. Voilà. Et moi, on a toujours parlé, c'est-à-dire, je ne sais pas en fait si c'est un peu ce qui reste de lui, mais parce que pour moi, en fait, le graffiti a un certain type de street art aussi. Je fais souvent des parallèles avec le hacking. C'est-à-dire que pour moi, le bon street art même, c'est celui qui arrive justement à créer des courts-circuits et à hacker, on va dire, le code source de la ville. Et donc, il y a plein de passerelles qui ont existé. Mais là-dedans, par exemple, il y a du Face2, il y a du Ramelzi. Donc ça, c'est quoi? C'est des trucs qu'il a redessinés? C'est des trucs qu'il a parfois c'était des scans qu'il avait retravaillés et qu'il avait republiés. Mais c'est donc vraiment en mode anthologie. Ouais, c'est super intéressant, effectivement. C'est un mix de tout qui est quand même super intéressant. Et quand tu regardes ce que c'est donc un Italien qui va... À quelle époque il va là-bas? Je crois vraiment début des années 80, mais il y reste, c'était un petit voyage, hein, il y reste quelques semaines. Hein, pas... Quelques semaines, il est traumatisé par ça, il revient, il écrit sur les murs, il fait des trucs, il fait un livre, c'est assez ouf, quoi. Ouais.
Et bon, par ailleurs, voilà, mais là, là, je vous montre juste. Et puis, parce que si vous passez à Florence, allez le voir. Là, il a fait un livre sur le activisme en Italie entre 69 et 89, et je vous montre juste l'épaisseur. Ouais. Et donc, pour moi, voilà, c'est vraiment une personne que j'aime tellement et qui citait. Bon, au final, il s'est surtout concentré sur les ordi, quoi. Mais il a toujours gardé ce lien avec les graffitis comme une forme, voilà, de acquérisme, d'activisme dans la ville. Et puis, bon, alors, je continue parce que voilà, ça risque d'être trop long. Et puis, je vais vous montrer quand même quelque chose un peu plus récente. Voilà. Donc, ça, on revient alors toujours années 90. Donc, le titre, le lisse et l'incisif, les tags dans le métro. Wow. Exclusion sociale et inscription urbaine des jeunes dans les banlieues entre réseau et espace régional. Et ça, c'est en fait, c'est des études. Donc, c'est une revue de je vous montre le logo, même si c'est à l'envers, je pense que vous allez le reconnaître. Ouais, RATP, ok. Et en fait, c'est des départements du développement unité prospective. Et en fait, c'est une étude que la RATP avait commandité à la fin des années 80 à des sociologues, donc Michel Kokoreff et Alain Vulbeau, pour essayer de comprendre ce qu'était le graffiti et comment pouvoir organiser, voilà, se défendre contre ça. Et donc tu as le livre avec l'analyse, et puis tu as des pages avec des reproductions des articles qui étaient parus dans la presse. Donc le livre étant sorti en 90, c'est plutôt de la presse des années 80. Donc là, vous avez Tags Go Home. Donc voilà, et ça c'est Votre Logement, magazine numéro 50, juin-août 90. Le journal du 1%. Donc, voilà. Et le contenu est comment, justement? Moi, j'imagine qu'il est complètement daté, mais quelle était la vision rapidement, justement, de tout ça? Est-ce que ça avait quand même du sens? Est-ce que c'était un petit peu... ouais, est-ce qu'ils voyaient quand même quelle était la vision de ces gens-là, quoi? Parce que c'est quoi? C'est des sociologues? C'est quoi exactement? Et ben, en fait, c'est des sociologues, donc il y a vraiment cette vision de la banlieue française, voilà, des années 90, avec cette idée que un peu comme à New York, le graffiti vient des ghettos, on va dire. C'est phénomène de banlieue, chose qui n'était pas forcément vraie. Mais c'est vrai que, par exemple, dans tout ça, tu as aussi Alain Vulbeau qui, par la suite, a écrit aussi, bon, je l'ai là, donc est-ce que je dois le retrouver? J'espère que vous tous vous appréciez, parce que là, c'est quand même des trucs très pointus et très... c'est génial. Moi, je surkiffe ça. C'est ça, quoi. Ça, par exemple, juste pour me montrer, Alain Vulbeau qui fait un livre qui s'appelle Légende des tags, avec des dessins de chaque tout. Et en fait, tu te rends compte que par le biais, on va dire, du graffiti, et ces études-là, ça leur permet de partir à la rencontre des graffeurs. Et donc, au fait, de commencer à comprendre via un rapport direct avec... donc, c'est pas juste une observation de l'extérieur, mais c'est, on va dire, aussi une fréquentation au quotidien qui permet de commencer à se connaître, donc, et de mettre les bases de ce que va être ensuite voilà, le rapport entre graffiti et société dans les années 2000 et 2010. Donc il y a ça. C'est marrant quand même que c'est intéressant que la RATP fasse appel à ces gens-là quand même pour essayer de comprendre. On sait que j'imagine qu'ils essaient de comprendre pour pouvoir lutter contre, mais quelque part, il y a quand même quelque chose de très intéressant là-dedans quand même. Ah ouais, tout à fait. Donc voilà. Et puis bon, franchement, après, pour moi, c'est juste le lisse et l'incisif, le tag dans le métro. J'aime juste le titre. Incroyable, quoi. Le titre est incroyable. Ah ouais. Donc voilà. Après, donc pour revenir un petit peu à nous, donc il y a ces deux livres. Je ne sais pas si vous les reconnaissez. Ah oui, moi je reconnais celui de droite là. Donc tu peux parler peut-être en premier. Capital, publié par voilà, les forces du désordre avec voilà, les éditions du Terrain Vague. Et puis, donc, il y a celui-ci qui s'appelle King Size, qui est donc un livre about tags, do-it-yourself craft and subcultural globalization. Donc, c'est un livre qui a été fait par Adam, un Suédois, qui a donc produit, attendez, je vais vous montrer, donc un énorme marqueur. Donc, dans les premières pages, vous avez vraiment
il vous montre en fait comment il a produit en coupant voilà, une barre de métal, la mousse pour mettre l'encre et tout ça, et avec le ressort et tout ça. Et ensuite, il a envoyé ses marqueurs donc à Sacer, Twist, Foe, Kegre, Noog et Zis à Tokyo. Et il leur a demandé de se prendre en photo pendant qu'il utilisait. Et donc, il y a ce livre qui... Alors, je ne sais pas, ça date des années 2000, si mes souvenirs sont bons. Et alors, le livre est complètement auto-édité. C'est que toutes les pages, on va dire, de photos, c'est de la risographie. Et dans le livre, tu as 3 textes de Craig Castleman, Joe Austin, donc les 2 auteurs qui ont écrit quand même des livres, les premiers livres vraiment intéressants sur le graffiti new-yorkais. Et puis Andreas Berg, qui était un prof suédois, qui juste avait compris voilà, l'intérêt de la chose. Et donc, tout le livre est complètement autoproduit. Donc ça, c'est des cartons de boîtes qui récupéraient dans des supermarchés. Et là, c'est du tape, voilà, plus classique. Reliure à la main, tout fait à la main. Tout fait à la main, tout produit à la main. C'est quand même, ouais, on parle d'un truc qui a été fait il y a 20 ans, c'est extrêmement actuel. J'ai envie de te dire, c'est limite, c'est hipster, tu vois, tellement c'est actuel. Le marqueur fait à la main, le livre fait à la main, l'envoyer. Mais c'était il y a plus de 20 ans. Et il y a plus de 20 ans, c'était précurseur. C'était pas juste hipster, on suit un truc cool et on se fait plaisir. Et déjà, 3 millions de personnes l'ont fait avant nous. Donc ça, plus l'autre livre Capital, donc sur les forces du désordre, qui est quand même un livre qui est magnifique et qui est donc sur toutes les explorations urbaines dans la capitale, sur les lieux que ces gens ont visité avec des super belles photos. Et pareil, je vous pousse à aller écouter l'épisode avec les forces du désordre qui sont passés dans le podcast et qui se livrent un peu justement sur tout ce qu'ils ont fait à cette période-là, et toutes les explorations, tous les monuments où ils sont allés, avec les histoires qu'il y a. C'est quand même un très beau livre, quoi. Non, pour moi, en fait, et puis la manière aussi dont il est sorti, voilà, le bus touristique qui faisait le tour et qui s'arrêtait devant les lieux qui avaient été fréquentés, ça, pour moi, c'est là où tu as tout. C'est-à-dire, tu as un bel objet qui est produit, tu as un projet qui est très fort et qui aboutit, c'est-à-dire que le livre est arrivé au moment où ils avaient quand même réuni beaucoup de matériel, tu as du texte qui, c'est pas non plus une encyclopédie, mais tu as du texte qui te permet de comprendre en fait la démarche et tout ça. Et donc voilà. Et d'ailleurs, tu sais, je vais faire le lien. Là, maintenant, je deviens une sorte de journaliste, quoi. Ça me vient. Mais qui ont été donc les éditeurs de ce livre-là? C'est qui Alors, en fait, c'est les forces du désordre et puis Terrain Vague, sur lequel donc j'ai gardé la dernière chose parce que c'est le dernier livre que j'ai acheté. Ok. Et qui s'appelle donc Monstre en liberté de Pierre Barré, qui est donc un illustrateur, voilà, qui fait ce genre de dessin et qui présente un petit peu tout. Alors pour Monstre, c'est un peu les politiciens de l'époque ou voilà des. Quelle époque? Alors ça, attends, fais-moi voir la date exacte pour éviter que je dise des bêtises. Donc c'est en souvenir de Boris Vian et ça c'est quoi? C'est de 1960. 60. Voilà, donc il est de 1960. Et la chose que j'ai trouvée amusante, c'est le nom de l'éditeur, parce que c'est les éditions du Terrain Vague. Ah, ben voilà, c'est pour ça que... Ok, d'accord, les éditions du Terrain Vague. Ben, c'était le lien que je voulais faire, parce que les éditions du Terrain Vague, ils seront nos invités la semaine prochaine, pareil, sur un live, comme ça. Donc, on va pouvoir justement parler un petit peu de ce type de choses. C'est pour ça qu'on disait l'édition des Terrain Vague, j'étais, oh, il faut que je chope ça. Mais en fait, c'était pas l'autre. C'était pas prévu, mais en tout cas, je ne savais pas qui sera la semaine prochaine. Mais bon, voilà, c'est difficile de leur passer la balle. Là, c'est un penalty. Hein. Là, c'est un penalty parce que c'était déjà utilisé en 1960. Mais bon, peu importe. Voilà. L'histoire se répète de toute façon, quoi. Voilà. Donc, écoute, Christian, on peut durer des heures comme ça. C'est vraiment passionnant. Moi, j'adore. J'invite les gens à passer à ta librairie. Donc, si tu peux dire un petit peu où ça se situe, quand est-ce qu'ils peuvent passer, comment ça s'organise ça? Alors, la librairie se situe au 15 passage de Ménilmontant. Donc, c'est dans le 11e entre Ménilmontant et la rue Saint-Maur. On est ouvert le mercredi, jeudi et vendredi de 14 à 19h et le samedi de 10 à 19. Mais après, et souvent là aussi, voilà, dans d'autres moments. Donc, si vous n'habitez pas à Paris ou près du 11e,
et que que vous passez dans le coin, écrivez-nous sur Insta, appelez la librairie, le numéro est sur Google, il est facile à trouver. Et si on est là, on vous accueille à bras ouverts et vous pouvez prendre le temps de tout regarder, tout feuilleter. Voilà. Et sinon, de toute manière, on est sur Instagram, donc c'est le grand jeu direct pour voir un petit peu déjà quelle est notre sélection. Et puis, tous les livres sont disponibles en temps réel sur le shop en ligne, ce qui permet aux gens de voir ce qu'on a eu, ce qu'on a, et de passer commande même en ligne s'ils n'habitent pas à Paris et que c'est compliqué de venir. Il y a Sweno qui demande si tu peux poster sur ton Instagram, j'imagine, peut-être en story ou quoi, les covers des livres dont tu as parlé aujourd'hui durant la conversation. Comme ça, les gens peuvent peut-être avoir un peu un truc à faire diguer un peu de leur côté et leur rappeler un peu ce qui s'est passé ici. Ouais. C'est possible. Et puis aussi, juste un dernier tip, parce que donc en 2015, moi j'avais collaboré à l'exposition Bridges of Graffiti à Venise. Et avec Pietro Rivasi, on avait fait dans la première pièce, dans des bibliothèques qui avaient été dessinées par Delta, Boris Tellegen, donc juste fantastique. On avait fait des vitrines avec un peu une sélection de livres fondamentaux pour le graffiti, livres et magazines. Et au fait, cette sélection de livres est disponible encore sur le site internet de Bridges of Graffiti. Donc, si les gens veulent même juste aller voir pour trouver plein de refs, de trucs qui pourraient les intéresser, c'est disponible en ligne. Il y a environ, je crois, entre 100 et 150 références. Et ça, tu peux nous... Comment on va faire ça? Envoie-moi... Voilà, on discute, mais dans les prochains jours, en tout cas, on le fait sortir. On partage ça, ouais. Et tu sais ce qu'on va pouvoir faire aussi? Moi, j'invite les gens qui sont ici à aller sur mon forum. Sur le forum, vous le trouverez dans le lien. Et ici, ils pourront aussi peut-être te poser des questions si toi, tu es d'accord. Tu vois, des trucs un petit peu plus précis. Donc, si vous voulez diguer un petit peu plus dans cette discussion, trouver un peu les liens qu'il y a par rapport à ça et discuter un petit peu plus de livres, je vous invite à aller sur le forum. Christian y passera. Et bon, je m'avance, mais... je vais le forcer. Christian, il passera, il répondra à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à aller sur le forum. Non, aucun souci, ouais, tout à fait. Mais bon, en tout cas, là, avant de partir, là, je vais déjà mettre des photos sur Instagram en stories, comme ça, les gens peuvent aller direct les voir. Et puis, je te tag, comme ça, tu peux les partager aussi. Et puis, pour le reste, voilà, je suis pas compliqué à trouver, hein, donc voilà, c'est grand jeu la librairie, grand jeu sur Insta, Facebook, le site et tout, c'est easy. Et parler de bouquins n'est jamais un problème, donc voilà. On voit ça, on pourrait y rester des heures. Mais voilà, on va refaire des trucs ensemble, c'est sûr. Parce que, sur ma fin, il y a plein de choses que je veux savoir, d'autres choses. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour l'invitation. Et puis, bon, je te souhaite une bonne continuation. Et puis, courage au terrain vague, Pascal et toute la bande, pour lundi prochain. Ça marche, merci beaucoup. Salut Christian, merci à tout le monde. Take pride, stop graffiti. Voilà, on va rester sur ce truc. La golf, il a bien capté. Je te mets un sticker de côté. Bye. Salut à tout le monde. Ciao.